C'est grand, la mort, c'est plein de vie dedans, hein, chantait Félix Leclerc. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, dans le cadre de C'était hier, une femme, Nancy Schenck. Oui. C'est bien comme ça qu'on le dit, Nancy. Oui. Juste que, par curiosité, Nancy Schenck, c'est de quelle origine, Schenck? Le nom Schenck serait d'origine allemande, mais en réalité, c'est alsacien. D'après les recherches, moi, j'ai été élevée dans un petit village qui s'appelle Amnord, mais ça vient... On a un ancêtre commun, il y a à peu près 15 façons de l'écrire. Donc, il y a eu de grands généraux de l'armée, il y a eu un grand chercheur bibliste, il y a même eu un général nazi qui s'appelait Schenck. OK. Donc, ce qu'on va faire, moi, je pourrais te présenter comme spécialiste de la mort, mais je vais te présenter plutôt, pour faire le lien avec ma citation, comme spécialiste de la vie. Parce que Félix, qui disait, dans le fond, c'est la vie fait partie de la mort fait partie de la vie. Effectivement. Et comment on la vit, cette mort-là, comment qu'elle se traduit dans nos espaces publics, cimetières, chemins, routes, etc. Donc, on va s'attarder à ça. Tu me parlais de ton nom de famille. Comment on devient spécialiste? Bien, comment tu appelles ça ton domaine d'expertise, Nancy? Bien, beaucoup vont me mettre dans le patrimoine ou le patrimoine funéraire parce que je travaille principalement sur la symbolique et tout ce qui est présent dans les cimetières, mais pas nécessairement au niveau de l'histoire. Ça, c'est les sociétés d'histoire et de généalogie qui font ça dans la région. Ils font un boulot qui est excellent. Donc, moi, je suis comme... J'utilise souvent les données qu'ils vont trouver, mais moi, je travaille sur les livres de pierre, donc sur les tombes, les monuments. Pourquoi tel symbole? Oui. Pourquoi tel type de pierre? Pourquoi tel emplacement, etc.? Un etc. peu. OK. Surtout la symbolique. Depuis toujours, je suis intéressée à ça depuis toute petite. Puis il faut savoir que la symbolique de nos cimetières est quelque chose qui est en train de se perdre tranquillement, comme on perd les clés des fois du langage des vitraux des églises, parce que c'est les mêmes symboles souvent. Ce qu'on retrouve à l'église, on va le retrouver dans le cimetière aussi, où c'est lié à des croyances, c'est lié à des dévotions. Et il y a 150 ans, c'était commun. C'est un langage que les gens comprenaient. Aujourd'hui, on est dans un langage individuel. Donc, tout ce qui était, justement, c'était hier, on le perd. On perd les clés. Donc, avant de perdre les clés, bien, il faut faire un peu de travail pour essayer de démontrer ce patrimoine-là. Puis là, tu arrives avec un trousseau, toi, là, justement. Ça, c'est un tout petit. J'ai juste amené quelques ouvrages. Bien, tu es là, puis moi, juste pour dire aux gens qui nous regardent, moi, je t'ai découvert parce qu'à l'époque, bien, je collaborais à différents journaux, entre autres avec La Nouvelle, et je te voyais apparaître dans les médias. Tu faisais des visites guidées de cimetières. Depuis 2013, en région de Victoriaville et Mercier-d'Arthabasca, je fais des visites guidées de certains cimetières, soit sur demande, soit sur projets spéciaux, où je fais découvrir aux gens leur patrimoine. Tu sais, longtemps, le patrimoine religieux au Québec, on l'a un peu oublié. Depuis les années 70, on l'a tassé. Depuis les passions maison, là, il y a eu un retour du patrimoine. On a commencé par les maisons ancestrales, là, le patrimoine religieux, les orgues, les instruments de musique, les vieilles maisons. Tout ça a ramené un intérêt pour le patrimonial au Québec. Moi, j'ai vu le changement à partir de cette émission-là. Je suis tombée de glauque à patrimonial. Oui, on va en parler de ça. Mais avant, là, tu dis, je fais des visites dans le secteur de Victoriaville. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont membres de sociétés historiques. Il y en a une belle à Bécancour. Ils peuvent me faire venir, ça va me faire plaisir. Je pourrais faire visiter des cimetières de chez nous. Bien, MRC Bécancour, MRC Oui, l'année passée, j'ai fait un projet spécial avec la Maison créative Bécancour. J'ai fait Fortiville. Oui. Donc, on a fait une activité dans le cadre des Journées de la culture ou et puis Aurore, du patrimoine religieux. Il y avait Aurore, mais ce qui était le fun, c'est que les gens ont découvert leur cimetière. On a visité l'église. On est allé dans le sous-sol parce qu'il y a des gens qui sont enterrés dans les sous-sols de cette église-là. On a visité le centre d'Aurore, l'Enfant martyr. Donc, ça faisait vraiment un ensemble autour de la culture puis de l'histoire locale, ce qu'on connaît peu souvent. Puis là, tu disais, je suis passé de glauque à patrimonial. Bien, moi, j'ai commencé dans les années 2000 à faire de la photo dans les cimetières parce que j'avais commencé à faire de la photo, puis comme tout jeune photographe amateur, on essaie tout. Puis là, on essaie de se trouver quelque chose. Un style. Un style ou quelque chose. Puis moi, bien, une journée, les fleurs, c'est le fun, mais en automne, il n'y en a plus. Donc, j'ai resté à côté du cimetière Sainte-Victoire à Victoriaville. Puis j'ai décidé d'aller prendre une marche. Puis là, j'ai vu tout ce qu'il y avait là. Des statues, des symboles. J'ai commencé à faire des photos, puis on va le dire en bon québécois, j'ai pogné la piqûre. Puis comme j'étais déjà intéressée aux symboles, quand j'ai réalisé ce qu'il y avait comme symbolique, j'ai commencé à faire des recherches et un amène l'autre, a amené que j'ai fait plus de photos, des expos. Et là, les gens me disaient, c'est pas de la photo, c'est des aquarelles, ou tu es allé au Père-Lachaise. Je leur dis, non, ça vient de Sherbrooke, ça vient de telle place au centre du Québec. Et les gens ne connaissaient pas du tout. Puis quand j'ai commencé à faire les visites,
Ça faisait faisait 2 ans que je travaillais sur le projet. On l'avait testé, les gens étaient intéressés. Puis ça l'a fait boule de neige depuis ce temps-là. Il y a toujours des visites, il y a toujours des gens. Écoute, j'ai fait des groupes de 150 personnes. J'en fais des 50 personnes à toutes les années. OK. Parce qu'il y a une démarche artistique. Au départ, c'était un artiste qui voulait se trouver des sujets de photos. Tu as des excellentes photos, on les voit défiler au moment où on se parle. Mais tu as aussi le principe de... La recherche. Ben, oui, de la recherche, mais tu vas prendre des éléments, des pierres tombables, tu vas les... Oui, j'ai développé on différentes... appelle ça comment, ça? Bien, c'est une technique de frottis, mais je ne l'ai pas inventée. Les gens pensent que les artistes inventent toujours. Souvent, on réutilise des méthodes. Moi, j'ai réutilisé une méthode centenaire qui a été développée par des surréalistes qui s'appelle faire des calques d'un motif, puis je l'ai testé avec différentes choses sur les monuments pour pas que ça les brise. Je ne fais jamais les monuments anciens. Ils sont trop fragiles. Je ne fais que les monuments récents qui sont en granit. On s'entend qu'un monument en granit, la petite crêpe, un petit papier, c'est pas ça qui va l'abîmer. Fait qu'il y a un élément, toi, que tu trouves intéressant, au point de vue artistique, tu vas le... Et moi, j'ai vu ça au monument des soldats du Vietnam à Washington. Les gens, les petits-enfants, le fils du cousin vont visiter le monument, et là, on retrouve monsieur qui est décédé. Puis on va calquer sur un papier pour prouver qu'on est allé voir. On garde un souvenir de ça. Oui, puis c'est Je trouvais ça émouvant, moi, de voir ça. C'est très émouvant, mais il faut savoir aussi que c'est une pratique qui est interdite aux États-Unis dans beaucoup de cimetières. Parce que les gens utilisaient à peu près n'importe quoi. Donc, quand moi, j'en fais, je le fais avec des choses qui sont sécuritaires. Puis quand je fais des démarches artistiques, bien, habituellement, les gens sont avisés que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire seul, parce qu'on peut endommager, puis il y a une sécurité. Si le monument n'est pas stable, il tombe sur nous. Donc, ben, tu dis, je passe de glow. Quand tu commences ça, ce champ d'intérêt-là, je vais aller dans les cimetières, faire des photos, du frottis. Tu te poses-tu des questions sur ton sujet d'intérêt, ou y a-tu des gens autour de toi qui se disent « Ben là, on va pas là, Nancy, c'est pas beau? » J'ai eu de tout. Okay. J'ai eu des gens qui sont très mal à l'aise avec la mort, qui vont avoir aussi une réaction par rapport aux expositions ou à la démarche. Et on est dans une société qui cache la mort. On ne se le cachera pas. Il faut qu'on soit jeune. Il faut qu'on soit jeune de façon éternelle. On a juste à regarder les publicités. Il ne faut pas que ça soit long quand on meurt. Il faut que ça soit vite, les funérailles. On va passer par-dessus beaucoup de choses, puis souvent, on va dire à des endeuillés qu'il faudrait que le deuil soit fait en 3 semaines, ce qui est impossible. Alors qu'avant, le deuil était collectif. Il y avait toute une organisation, et ça, on l'a perdu. Bien, donc, on la cache beaucoup. Je vais te donner un exemple. Tu sais, moi, j'ai des contemporains, mon père, ma mère, qui sont rendus à 75 ans passés, mais ils n'ont pas 125, 76, 118, tout ça. Tu sais, moi, mon père a eu des sœurs qui sont mortes en jeune âge, qui ont été exposées dans la maison. Oui. C'était comme ça en région. La mort était là. On vivait avec. On prenait soin du corps, puis il devait avoir des connaissances de ses parents. Je ne sais pas si quelqu'un venait faire des étapes d'embaumement ou je ne sais pas quoi, mais être exposé dans la cuisine chez eux. Il a vu ça, lui, là, petit gars. Là. Oui, c'est comme ça dans beaucoup, beaucoup de régions au Québec. Quand les arrangements funéraires sont arrivés, c'est parce que c'était la technologie qui était disponible. Il y avait aussi les équipes, il y avait la médicalisation aussi des soins. Puis on voit la même chose avec les soins palliatifs. Avant, ça se passait beaucoup à la maison. Là, ça s'est fait beaucoup à l'hôpital. Là, on sent un certain retour de la population qui veut plutôt mourir chez soi. Oui. Donc, il y a quelque chose d'être humain. Mais humain, c'est aussi accepter qu'un jour, on a une finalité puis on va mourir. Mais c'est pas évident. Bien, de prendre le temps de vivre la mort, c'est un peu de remettre de la vie dans la mort. Oui, dans le sens que c'est normal, puis c'était triste, puis c'est pas facile. Puis, on avait tout ça au Québec, les pleureuses. C'est plus... on avait ça beaucoup dans les traditions de l'Antiquité, autour du Moyen-Orient. Nous, on a eu d'autres. On avait des moments de deuil, il y avait des moments, le grand deuil, le petit deuil, le demi-deuil, les couleurs. On avait ça autrefois. Bien là, on a du temps avant nous autres. Oui, le grand deuil, c'est la période où, par exemple, la dame qui a perdu son mari va être en noir. Intégral. Après ça, le demi-deuil a changé, elle pouvait porter un autre type de couleur. On voyait ça beaucoup il y a 150, 200 ans. Là. Puis, il y avait toute une codification. Les hommes portaient un brassard. Donc, on savait que la personne était endeuillée. Où il y avait un soutien de la communauté pour aller voir ces personnes-là. On savait. Puis, c'était vraiment codifié. Et ça, on l'a perdu tranquillement, pas vite. Donc, on a perdu aussi des rituels. Quand il y a des épidémies, comme on a eu la grippe espagnole ou dernièrement la pandémie, on a vu qu'est-ce que ça faisait mourir
comme ça, puis qu'il faut vite, vite faire de quoi les gens étaient estomaqués. Il y en a beaucoup qui ont resté marqués par ça, mais ça a été de tout temps. Les pandémies ont toujours été, à un moment donné, on n'a pas le choix, puis il faut faire des rituels. Peut être vecteur de maladies, c'est de contagion. ça, puis là, on ne l'a pas vu, le deuil va se compliquer. Donc, il y a beaucoup de recherches actuellement qui semblent dire qu'effectivement, la pandémie n'a pas aidé au niveau du deuil les personnes qui ont perdu quelqu'un. Mais le fait qu'on n'est pas à l'aise avec la mort non plus comme société, ça l'aide pas non plus. OK. Puis il y a la part de... je ne pensais pas parler de ça, mais je vais en parler. Tu sais, on a de plus en plus des... J'étais d'une rencontre citoyenne à Bécancour, j'avais des gens qui venaient du Brésil, j'avais des gens de différentes qui amènent leur lien à la mort qui n'est pas le nôtre. Puis je trouve ça bien qu'eux, souvent, vont assumer la mort, là, tu sais, dans le sens que... Comme on faisait anciennement. C'est ça. On a évolué sur des choses, mais sur d'autres choses, on a peut-être perdu des trucs. C'est un peu la même chose avec l'art funéraire ou le symbolique. Donc, on va s'intéresser à la vie par la mort, on va s'intéresser à la mort par la vie. Via tes connaissances, ma chère, on va s'intéresser à l'est du territoire. Merci Bécancour. Après ça, on va aller merci Nicolet et Yamaska. Établir les choses ici, contrairement à notre région centre du Québec du Sud, on a des protestants. Outre à Nicolet, on n'a pas de cimetière protestant dans les merci Nicolet et merci Bécancour. On en aurait un que je soupçonne être probablement un anglican qui est à côté de celui du cimetière de Nicolet parce qu'il est à part, puis c'est pas tout à fait la même symbolique, il est plus ancien, puis c'est d'un nom anglais. Donc, on en a dans la région du centre du Québec des cimetières protestants. Bien, juste à titre informatif, c'est quoi? C'est quel secteur? Bien, t'en as à Nicolet, t'en as beaucoup plus du côté de Kingsley Fall, par exemple. Okay. Tu sais, le coin Warwick, il y en a eu à Tinwick, Inverness. Ça, c'est tous des coins, il y a encore des traces anglophones dans les cimetières. Ici, c'est qu'on est du côté de Bécancour, Nicolet, c'est des seigneuries. Okay. Donc, les seigneuries, c'est le régime français. Oui. Donc, parmi les plus vieilles paroisses, c'est ceux-là qu'on a dans la région du centre du Québec et on le voit aussi dans la façon que les cimetières sont organisés. On a beaucoup d'églises en pierre, des murs de pierre. C'est sûr qu'à Saint-Angèle-de-Laval, ce qui était le plus ancien en bois a disparu. Moi, j'ai vu un article où on montre des monuments funéraires en bois sculptés, mais c'est disparu, là, ça l'a pourri. Mais il y a des photos qui existent. Des articles qui ont été publiés. Mais à l'époque, ce n'était pas un intérêt de les conserver. C'est dommage parce que c'était une tradition qu'on a perdue. Puis la différence entre, puis là on va faire des grosses généralisations, mais la différence entre un cimetière protestant et un cimetière catholique? Les deux sont chrétiens, donc les deux croient en Jésus. La différence, c'est qu'un cimetière catholique, de confession catholique, n'accueillera que des catholiques, tandis qu'un cimetière dit protestant, n'importe quelle confession, anglican, baptiste, méthodiste, la plupart, si tu es chrétien, tu peux être enterré dans le cimetière. Et la fameuse, moi j'ai déjà entendu ça, j'ai jamais eu la confirmation, les gens qui se suicidaient, c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas être enterrés dans le cimetière, enterrés à côté? Il y a des histoires qui disent que oui, il y en a qui disent qu'ils sont moitié-moitié. Il y aurait une partie du corps dans le cimetière, une partie à la bordure du cimetière. D'autres disent qu'ils sont enterrés dans la partie non consacrée. Chez les catholiques, effectivement, ça pouvait se faire. Chez les protestants, c'est sûr que c'est pas ma spécialité non plus, puis c'est pas non plus là où j'ai fait le plus de recherches, mais j'ai pas entendu parler nécessairement qu'ils refusaient. Puis est-ce que normalement, les gens avaient quand même une pierre tombale? Écoute, ça dépendait de la richesse, de où tu es enterré. Il y en a qui étaient en fosse commune, ça existait dans tous les cimetières. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas un terrain à eux? C'est récent, les terrains loués ou les perpétuités, d'avoir un terrain. Avant, si on était au Moyen Âge, tout le monde était enterré dans le cimetière jusqu'à temps que la peau, les os soient détachés. Puis quand il restait juste des os, périodiquement, on sortait tous les os, puis on allait les porter dans un charnier qui était dans l'enceinte du cimetière. Ce qui était important, c'était d'être enterré dans le lieu sacré. C'était pas de rester et ne pas bouger. Avec les années, ça l'a changé. Puis ici, on est arrivé après, donc quand ils vont faire la colonie, les plus vieux cimetières, on ne sait pas nécessairement où ils sont parce que les gens ont pu être enterrés où ils mouraient, là. Il y en a qu'on a des traces. Je sais que dans certaines municipalités, on sait que, mettons, Victoriaville, les points de Baudette, c'était à tel endroit, mais les corps ont été déplacés. Mais ça n'a pas tous été déplacé de façon conforme ou de façon entière. On retrouve encore à l'occasion. Donc, dans certains terrains qui étaient des cimetières, des morceaux de corps. OK. Bien, juste là, pour bien comprendre des choses, puis je pense que c'est le cas à Gentilly.
le cimetière, à un moment donné, a changé de place. Oui, il y en a beaucoup qui ont changé de place. L'exemple de Gentilly, pourquoi on a changé le cimetière de place? Il y avait plusieurs raisons. Il pouvait être trop petit. OK. Il était plein. Deuxièmement, ça pouvait être aussi, à un moment donné, il y a eu des changements au niveau des réglementations sanitaires. Donc, il a fallu le déplacer parce que les autres surfaces, c'est toutes des puits de surface à l'époque, c'était contaminé par les corps en décomposition parce qu'on n'enterrait pas nécessairement 6 pieds. Donc, il y avait plein de raisons. Je sais qu'au centre du Québec, en gros, souvent, les cimetières ont bougé, sauf exception, 1 à 3 fois. Donc, on devait, puis là, c'était la conscience du croque-mort, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il n'y a peut-être pas tout déménagé mort à toutes les fois. Là. Écoute, il y a eu des histoires d'horreur dans la région, j'en parlerai pas ici, là, des histoires d'horreur de déplacement de corps qui ne respectaient même pas la législation en cours, mais l'évêque avait dit qu'il fallait que le cimetière bouge. Donc, il y a eu des histoires d'horreur, mais généralement, ça se faisait bien. Ça se faisait avec le curé, avec une bénédiction. Dans le respect. Dans le respect. Mais il y a eu, comme toujours, des histoires d'horreur. Il y a des choses que on a trouvées, comme tantôt, je parlais de corps, mais je me souviens, à Plessisville, à un moment donné, un article dans le journal, on dit on a trouvé des ossements creusants dans le parking. Mais c'est parce que le parking, c'est l'ancien cimetière. C'était le premier cimetière. Donc, on a trouvé des ossements, on les a envoyés pour études. C'est sûr que c'était sûrement des restes qui n'avaient pas été déplacés, pour être sûr que ce ne soit pas un crime qui était là. Oui, parce que... Mais souvent, les gens oublient... un ordre déguisé. C'est ça, mais c'est ça. Mais en dessous, des fois, les gens oublient, que les cimetières ont bougé, que des fois... OK. Tant qu'à être dans la MRC de Bécancour, moi, j'ai souvent été à l'église de Sainte-Gertrude, puis là, on me disait, il y a des gens enterrés dans l'église. Oui, enterrés sous le banc. Comment que tu dis ça? Enterrés sous le banc, c'est quand, au régime français, beaucoup dans le coin de Bellechasse, on va en trouver en allant vers le Bas-Saint-Laurent, les vieilles églises, il va y avoir des gens qui sont enterrés sous l'église. Des fois, ils appelaient ça enterrés sous le banc. Au départ, c'est qu'on levait le banc puis on enterrait les personnes, sauf que cette pratique-là rend les églises pas stables. Donc, puis c'est pas très sanitaire non plus. Donc, ça a rapidement été limité à des notables ou à des seigneurs de seigneurie. Mais il y a des gens qui étaient déjà enterrés, des curés. Donc, on en retrouve le long du fleuve Saint-Laurent, on va en retrouver à l'occasion ailleurs, dépendant. C'était comme une manière de donner j'ai été un homme marquant, un citoyen mérite, entre guillemets. Au départ, non. J'ai été un grand donateur qui a fait que l'Église est là. Au départ, non, mais après ça, quand ça a été restreint, oui. Puis une chose aussi, puis on va le voir dans le visuel qu'on va présenter, la période d'hiver. Parce qu'exemple, on est là 50 ans, 100 ans, l'incinération, c'était très peu présent. C'était même interdit par l'Église catholique. Bon, ça apparaît à l'époque victorienne en Angleterre. Les protestants vont le permettre, mais les catholiques l'interdisent. OK. Puis c'est réglé quand, ça? Probablement autour de Vatican II, je dirais. OK. Ben oui, Vatican II qui a changé. Juste faire une petite parenthèse, donc on avait, moi j'ai pas connu ça, peut-être sûrement toi non plus, mais moi mes parents, ils ont vu ça, le prêtre donner à messe vers le... Oui, en latin, il le dos tourné. Il regardait pas le monde, il regardait... Vatican II, c'est fin 60, début 70. Donc, un vent de libéralisme sur la religion, moins de journées de jeûne, moins de... On a libéré des saints. On s'enfarge moins dans le tapis, les fleurs du tapis, on pourrait dire. Oui, on laisse le latin pour le français, on tourne l'autel. Puis, en même temps, Vatican II, quand on parle de patrimoine religieux, ça a été aussi, malheureusement, dans beaucoup d'églises, une perte de patrimoine. Parce qu'on a dit, ça, c'est l'ancienne manière. Ça, c'est l'ancienne manière. Donc, les grands hôtels, souvent, ont été défaits. Je sais qu'à Saint-Christophe, à Arthabasca, ça avait été entièrement presque défait. Et les immenses chandeliers qui étaient là avaient été changés. Puis, quand on est revenu avec la mode patrimoniale, on restaure, on n'avait plus les morceaux, donc il fallait recréer. Puis il y a quelque chose qui est à Saint-François-du-Lac, qui est un reliquat, je pense, d'avant Vatican II, les fameuses, tu sais, les escaliers, puis là, le prêtre allait comme d'une nacelle un peu, c'était de l'avant Vatican II, ça, là. Il allait faire son sermon en hauteur. En hauteur, comme s'élever sur le... OK. Donc, ça, j'ai vu ça à Saint-François-du-Lac. Très belle église. As-tu déjà été à Saint-François? Ça n'a pas donné. J'ai pas tout fait. J'en ai fait beaucoup, mais il faut aller à Saint-François-du-Lac. Une autre caractéristique qu'on a dans notre territoire, c'est qu'on a une présence autochtone. On a 2 communautés à Benakis, une à Rodanac, à proximité de Pierreville, une à Wallinac, dans le secteur de Bécancour. Puis on était un terrain de chasse à Benaki, même jusqu'à Victoriaville. C'était un terrain de chasse.
la manière qu'ils ont, les Autochtones, je veux dire, célébrer, vivre la mort, je ne sais pas quel terme employer, mais est-ce qu'elle était différente des colons français? Oui. OK. Elle était différente, mais c'est sûr que c'est pas du tout ma spécialité et je ne m'avancerai pas là-dessus. Oui. Mais ce que je sais, c'est que dans la région, dans les cimetières catholiques, surtout dans la région des seigneuries, on a une présence abénaki qui est pas contestée, mais qui est attestée plutôt dans, entre autres, le cimetière de Bécancour Village. Si vous y allez, vous allez voir des monuments où on voit vraiment un visage amérindien et c'est un Amérindien catholique. Donc, c'est des gens, on peut présumer, qui étaient de Wolinak, puis se sont fait enterrer Oui. à Bécancour, Oui. ou qui étaient ils venaient de La, là. la grande majorité des Amérindiens, en tout cas moi que je connais, sont d'obédience catholique, mais Oui. il va y avoir aussi leur tradition ancestrale, et ça, c'est pas du tout mon domaine. Oui, oui, oui. Mais il y avait leur propre façon de voir la mort qui a été aussi un peu bouleversée avec l'arrivée des prêtres et des Français. OK. Puis est-ce qu'on a, puis je vais finir là-dessus, ben non, peut-être pas finir là-dessus, est-ce qu'on a ce que je pourrais appeler, ben tu l'as abordé un petit peu tantôt, des cimetières oubliés ou des cimetières dont on ne s'est plus occupé parce que plus d'églises là, plus de gens de cette confession-là. On a tout ça La grande majorité des cimetières dits protestants là, qui font partie de la branche dans la région sont des cimetières abandonnés dans le sens qu'il n'y a plus nécessairement la meeting house à côté. Elle va avoir été détruite. Ah, c'était une meeting house. Oui, la meeting house, souvent en français on disait la mitaine, mais c'est une déformation de meeting house qui est la maison de la parole ou de la rencontre. C'était leur église, finalement. OK. Parce que j'ai été, moi, c'est drôle, j'ai été voir l'église ou le village Richard Séguin a fait une mobilisation avec des citoyens là-bas. Ils ont sauvé l'église, tout ça. Et en chemin, tu vas là, tu passes par des rangs, là. C'est pas comme des bouts asphaltés. Et il y avait c'était ça marqué, Meeting House. Oui. Fait que moi, je voyais pas le sens religieux. Je pensais que c'était comme des anciens town meetings, des édifices à town meeting. Probablement que c'était Aussi, plutôt ça. eux autres, c'est pas des églises, là, mais de leur temple OK. religieux. OK. Il y en a dans la région, un peu moins dans la région de Bécancour et Nicolet, parce que c'est plus une présence d'anciennes seigneuries. Mais si vous allez à Inverness, tout le coin plus canton à l'anglaise, on va en voir. OK. Fait qu'on a des Souvent, vieux... on a des vieux cimetières dans le tournant d'un rang. On se demande ce qu'il fait là. Ce qui est intéressant, c'est que le diocèse protestant qui est en Amérique, qui comprend Québec et qui va descendre une bonne partie des États-Unis, ont des fondations pour faire l'entretien de ces cimetières-là. Donc, les cimetières sont toujours entretenus et il y en a certains qui sont encore utilisés. OK. Mais il y en a un, puis même il y en a un qui court des histoires dans notre région. Comme quoi, c'est un lieu hanté. C'est où, ça? Ça, c'est Maplewood. Puis OK. malheureusement, Maplewood, c'est à Saint-Félix de Kingsey. OK. Dans ces coins-là. Et malheureusement, il y a quelques années, une nuit, il y a des gens qui sont arrivés à la masse et ils ont cassé l'ensemble des monuments en petits morceaux gros comme ça. Et ils ont brisé des monuments en granit. Il faut aller être plusieurs, là, parce qu'il y avait des immenses monuments, dont une boule plus grande que ça, là, une immense, qui ont réussi à la lever. Donc, c'était plusieurs personnes. Et on a détruit là du patrimoine local, dont la tombe d'un personnage assez important du côté de Victoriaville dans sa fondation. OK. Donc, tu dis, parce que c'est un cimetière tout seul, dans un rang, abandonné ou presque. Puis moi, quand je suis allée visiter après les incidents, j'ai rencontré des gens qui venaient du New Hampshire, des anglophones qui venaient pour voir leur ancêtre et qui étaient désespérés de voir cette horreur-là, et qui m'avaient demandé qu'est-ce qui était arrivé, puis que je leur avais expliqué qu'il y avait eu un saccage. Mais ça revient à l'introduction qu'on avait. Mais le cimetière n'est pas plus hanté qu'ailleurs. Là, Non. Souvent, c'est ceux qui se prennent pour des ghost hunters, là, les chasseurs de fantômes en français. Ils ont, c'est pas des vrais chasseurs de fantômes, ils cherchent des sensations. Deux, ils vont mélanger plusieurs choses. On fait de la photo ou de la vidéo, on a des connaissances, un flair, c'est quoi? Là? C'est un problème avec une lumière qui rentre dans un objectif. Les gens vont confondre ça avec un orbe. On va marcher dans un champ la nuit avec un petit appareil pocket. Le pollen, les insectes vont lever. C'est ça, si je fais une photo, il y a plein d'orbes, mais c'est juste de la poussière, puis du pollen, puis des insectes qui ont levé. Mais je reviens à ce qu'on a mentionné au départ. Tu sais, la mort,
ça attire. Moi, je pense qu'il faut la respecter, la mort. Les lieux où il y a des gens qui sont enterrés, il faut les respecter, ces lieux-là. Mais ça attire du monde bizarre, la mort. Ça attire de tout. OK. Puis même dans le tourisme actuellement à travers le monde, il y a un grand courant qui est une niche spécifique qui s'appelle le dark tourism, qui est le tourisme noir. C'est le tourisme des lieux de mort. Donc, les lieux où il y a eu de la mort, des incidents, des massacres, le World Trade Center. Les camps de concentration. Camps de concentration, la prison Mandela. Aller à Guyane, où il y a eu le massacre de Johnstown. Oui, les cimetières. Aller visiter le ranch à Charles Manson. Le ranch. Jack l'Éventreur, faire le circuit de ses meurtres. Bon. Oui, tout ça fait partie de ce grand courant-là avec plusieurs... tu sais, on a du très noir, mettons, on va dire, aller voir un camp de concentration nazi qui exterminait les Juifs, ça va être très, très noir. Puis on va avoir du très, très léger ou très plus lumineux qui va être juste aller s'amuser à aller faire une reconstitution de quelque chose, mais très léger. Donc, on a tout ça aussi qui joue à travers le monde, qui semble, en tout cas, c'est des recherches anglo-américaines, qui semblent démontrer que chez les Occidentaux, il faut avoir un contact avec la mort ou en tout cas une façon de l'apprivoiser. Si on ne l'apprivoise pas par nos rituels, on va l'apprivoiser à l'intérieur du tourisme. Okay. En allant visiter. Donc, il y a des recherches là-dessus aussi. C'est toujours l'intérêt sain et l'intérêt malsain. Puis c'est l'équilibre entre les deux. Les gens qui étaient là, qui ont saccagé, qui ont dit « Moi, je me ramène c'est pas sain. » Non, c'était pas sain. Puis malheureusement... C'est des gens malsains. Oui, puis c'est une perte de patrimoine, c'est une perte pour la généalogie, c'est une perte pour tout, parce que les cimetières, c'est des livres à ciel ouvert. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à notre histoire, ça sert à notre patrimoine, ça sert, dans mon cas, à relever le symbolisme, ça sert à la généalogie, ça sert à les marchés, ça sert aussi à la diversité, parce que dans un grand cimetière urbain, mettons, si on prendrait Montréal, au départ, c'est un parc. C'est magnifique, là, Montréal, le cimetière qu'il y a là. Oui, puis c'est un parc que les gens les pique-niquaient à l'époque victorienne parce que c'est la seule place qui avait un air sain. On allait voir ses défunts, on allait pique-niquer, puis on profitait de l'air sain un dimanche. Mais c'est aussi de la diversité. C'est quoi? On a des arbres, on a des animaux, on a des insectes, il y a des oiseaux. Il y a plein de choses dans les cimetières. Donc, finalement, c'est un lieu qui est, oui, pour aller porter nos morts, mais en même temps, c'est un lieu de vie, comme disait Félix. Ouais. Fait que, oui, d'y aller, mais de façon respectueuse. Moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de voir. Puis c'est un peu ce que j'essaie d'amener les gens doucement à avoir un contact avec la mort, mais qui ne soit pas justement glauque. OK. Donc, là, on va aller dans notre secteur Est. Là, tu m'as envoyé des photos, puis là, je regarde ça. La première affaire qui m'a sauté aux yeux dans la MRC de Bécancour, c'est à Parisville. Toi, tu as identifié une croix celtique. Qu'est-ce que ça fait là, à Parisville? Parce que les Celtes, c'est quoi? C'est des Irlandais. C'est des Irlandais, mais la croix ronde. Oui, la croix avec le rond autour. Bien, la croix celte, c'est pas une croix chrétienne au départ. Hein? Ça existe avant les chrétiens. Païen. C'était païen. Okay. C'est un symbole qui nous est resté quand l'Irlande est devenue chrétienne, par Saint Patrick, entre autres. Oui. Et les Irlandais, il y en a eu dans la région. Hein? Ben oui. Les Écossais, des Irlandais, il y en a eu. On regarde des films comme Victoria, les séries, puis on sait qu'ils ont eu un problème de pommes de terre qui a fait qu'il y avait une famine. Ils se sont envenus. Donc, que la croix soit là, ça ne me surprend pas. Ça fait partie d'un héritage irlandais, francophone ou anglophone, parce que l'Irlande est... Donc, on peut présumer que la personne, la famille qui est enterrée là avait des racines qui ont voulu rappeler, célébrer par le monument funéraire. Puis comme c'est dans un cimetière catholique, on sait que c'est les catholiques, mais il y a un cimetière irlandais à Leicester aussi. Mais c'est aussi un symbole qui a été repris beaucoup chez les catholiques. On la voit dans des cimetières, cette croix-là. Où on va savoir qu'elle est beaucoup plus celtique, c'est souvent par les motifs. Okay. Donc, parce qu'on a là-dedans, puis je me disais, je me mettais une hypothèse dans ma tête, on a des gens qui sont de cet héritage-là, mais on a des gens maintenant qui... des mondialistes là, qui vont piger un peu dans chaque culture, puis qui s'identifient à des choses qui... En réalité, c'est une croix. C'est ça, c'est une croix avec un cercle, mais on a aussi l'équivalent dans les cimetières catholiques, ce qu'on appelle une croix rayonnante. C'est la croix avec le cercle, mais on va voir qu'il y a comme des rayons qui sortent. Ça, c'est la croix glorieuse que Jésus, quand il a été ressuscité. Donc, c'est juste de savoir à quelle époque on est. Est-ce que je suis dans un contexte catholique
ou je suis dans un contexte irlandais traditionnel, mettons, si je serais en Irlande. Et souvent, les gens, un symbole, moi, je dis toujours, c'est comme un gâteau. Un beau gâteau là, qui est nappé, mettons, un forêt noir. Tu sais, il y a des couches, il y a des cerises, puis il y a bien des couches. Mais l'art, la symbolique funéraire, c'est pareil. Tu sais, c'est vraiment des couches. Okay. Et il faut faire attention parce que des fois, il y a un symbole très ancien qui revient, mais qui va avoir une autre signification. Le meilleur exemple, c'est la croix gammée des nazis. Qui était un symbole hindou. Mais c'est plus vieux que ça. C'est un symbole indo-européen positif de l'énergie qui tourne d'un bord ou de l'autre. OK. La svastika. La svastika, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est brûlé comme symbole. Bien, là, c'est le contexte qu'il faut aller voir. Mais pourquoi ils l'ont choisi? Ils étaient férus d'ésotérisme et de symbolique et de mystique. Là, le Troisième Reich, Hitler, Himmler et tout ça, c'était féru. Le groupe de Thulé, tout ça, c'était très féru. Donc, ils ont été chercher des très vieux symboles qui existaient dans la psyché humaine. Ils ont utilisé les runes aussi. Il y a des runes sur les... Les runes, c'est quoi ça? C'est des lettres vikings. OK. Il y avait ça sur leurs uniformes. Il y avait ça sur leurs uniformes nazis aussi pour des grades et tout ça. Donc, ils ont utilisé des très vieux symboles qu'ils ont réutilisés. Donc, ils ont perverti un symbole. OK. Fait que c'est ça. À Deschaillons, on revient sur le bord du fleuve. Ça fait longtemps qu'il y a une occupation, qu'on parle des seigneuries. Oui, puis c'est une très belle église de l'extérieur de style gothique. Une des belles que j'ai vues. Gothique. Oui. Le style gothique, c'est un style qui, entre autres, les fenêtres sont comme ça. OK. Souvent, il y a beaucoup d'arnachos. Il va y avoir des flèches. Dans une des photos que je t'ai envoyées, il y a un mausolée à Nicolet qui est de style gothique. OK. C'est un médecin, un lieutenant, un colonel, je pense, qui étaient propriétaires ou qui sont enterrés. Puis c'est vraiment un style gothique. Ça, puis à Deschaillons, particulièrement, j'ai vu le portail. Le portail, dans le fond, c'est la porte d'entrée du cimetière? Le portail, c'est la façon, c'est la clôture. Parce que le cimetière est une zone sacrée bénie, on va mettre une clôture pour empêcher les animaux de rentrer. Okay. Ça, c'était au départ. C'est très logique. Puis après ça, c'est une façon, c'est de marquer un terrain sacré par rapport à un terrain qui ne l'est pas. Okay. Puis c'est pas à Deschaillons, l'église gothique, c'était à Leclerville, excuse. Okay. Deschaillons, il y avait une très belle église, mais qui a brûlé. Okay. Mais ils ont gardé un immense mur aussi en pierre de taille qui est magnifique. À Saint-Pierre-les-Béquets, après Deschaillons, il y a des photos que tu nous as mises qui sont des monuments oubliés. Oui, les monuments oubliés, c'est simplement que le lot a été reloué. Le monument a été amassé, puis il est à côté des fois sur un... Fait qu'on voit là, c'est que la personne qui est sur la pierre tombale n'est pas enterrée là. Non. C'est qu'il y avait un lot, il est enterré quelque part, mais... Le lot est passé date, puis on a tout simplement reloué. Parce que, contrairement à chez les cimetières protestants, c'est ad vitam aeternam quand tu es enterré. Chez les catholiques, c'est des lots. Ça a été longtemps à perpétuité. Ça ne l'est plus parce qu'il faut faire un entretien. Donc là, dépendant des régions, à Montréal, ça peut être 10-15 ans. Ici, on peut être à 50 ans dans certains. Puis là, ça va varier. C'est vraiment les fabriques qui décident. Okay. Puis il y a toute une façon aussi, quand on reloue les lots, pour rejoindre les descendants avant que la Cour du Québec accepte que ça soit reloué. Là, on s'en va à Gentilly. Oui. On a parlé tantôt un peu qu'il avait déménagé. Il y a un magnifique... Là, j'ai le mot, je vais le dire, un calvaire, parce que là, dans le langage courant, quand on dit calvaire, on ne réfère pas à un calvaire dans un cimetière. Je fais attention de la manière que je dis, parce que si je dis calvaire, je ne dis pas comme ça. C'est qu'on a comme une montagne, un petit monticule dans un cimetière où on va avoir la croix et on va avoir des scènes... des scènes, habituellement, c'est la dernière scène. Ben, pas la dernière scène, mais la mort de Jésus. C'est ça, la crucifixion de Jésus, mais la dernière scène peut être sur un monument gravé, parce que ça existe. Donc à Gentilly, on a un beau. Oui. Puis c'est qui faisait ça, ces statues-là? La plupart de ces statues-là, c'est de la fonte moulée qui vient de France. C'était fait en Meuse par l'industrie Vaucouleurs. Ça n'existe plus, ça a brûlé. Mais c'est habituellement marqué en bas de chaque statue, Meuse, France, Vaucouleurs. On faisait venir ça de France. Oui, il y avait là, des catalogues. Comme à Gentilly, là, je ne veux pas te prendre de cours, mais c'est des œuvres qui ont quoi, 150 ans, 200 ans? Peut-être. On exportait ça? Oui, okay. par bateau.
Comme OK. on faisait avec souvent les cloches aussi étaient fondues avant qu'on ait les technologies, parce que c'est des moules, et les moules appartenaient aux compagnies. Puis il y avait des distributeurs ici. Il y avait des sculpteurs à Montréal, à Québec ou ailleurs, mais la majorité au Québec des statues de ce type-là viennent de France. Et moi, j'ai remarqué, on a fait une petite expédition. Il y a des cimetières où on perçoit que la paroisse était plus riche qu'un autre. Oui, Tu effectivement. sais, des statues, il y en a qui sont grosses, qui sont belles, puis tout ça, puis il y en a des cimetières qui sont très, Oui. je dirais, dépouillés, on pourrait dire. Bien, c'est le statut social. Dans les grandes villes, le cimetière est une ville des morts avec différentes sections. On va avoir la fosse... quartiers. Les quartiers, oui, oui. On va avoir la fosse commune des plus pauvres, au coin des mausolées des plus riches. En région, on va avoir de tout dans le même cimetière. C'est ça moi, je trouve intéressant. OK. Dans un cimetière, on peut avoir de tout. Je peux avoir quelques mausolées, des petites croix en métal, des monuments granit, des monuments très anciens à côté de très récents. Donc, on va avoir une diversité. Puis c'est comme ça. Puis à Bécancour, il y a un caveau. Tu nous as donné ça comme photo. C'est quoi, c'est un caveau? On ne parlera pas du caveau à patates là, de nos grands-pères, là, c'est pas ça pantoute. Mais c'est des mausolées. Les mausolées, c'est comme une maison où on allait déposer les corps. Il y en a différents types. Tu as le type mausolée traditionnel avec une porte. Quand la porte est ouverte, on verrait qu'on a glissé les cercueils dedans. Donc, le corps n'est pas en terre, il est dans le mausolée. Il est comme sur une étagère à cercueil. Oui, c'est OK. ça. Mais ça... Ça coûte de l'argent. mais Ça, quand l'été, tu as ça, mais le bâtiment, il est en... il y a une petite aération, OK. mais il peut avoir des odeurs, effectivement. OK. Puis ça, c'était comme une manière, quand tu es enterré de même, tu Absolument. en moyen. Il y avait un moyen. OK. Oui. Tandis que le petit peuple, lui, Il pouvait aller dans la fosse commune. OK. Ça arrivait souvent. Mais bon. Ça, c'est... Puis, tu as la chapelle funéraire, comme celle à Baie-du-Fèvre, où c'est la même idée, sauf que tu peux aller prier dedans. Et ça, on va la reconnaître parce qu'il y a une grille, puis on pourrait éventuellement aller prier. Il y a une croix, puis on peut facilement rentrer. On va y venir, puis je pense qu'il y a eu un beau, gros travail de rénovation, de Et à remise en Nicolet, on a un mausolée qui est plus proche d'une chapelle funéraire. C'est le juge, je pense, c'est Trahan, là, donc déjà en partant, puis c'est assez vieux. Puis on va voir les styles aussi. Mais souvent, c'est ça. Je sais qu'à Victo, on en a un qui date de 1907 à peu près. Il valait 3 000 à l'époque. Donc, ça vous donne une idée. En dollars d'aujourd'hui. En dollars de l'époque. 3 000, Mais dans 3 000 aujourd'hui, quand tu gagnais peut-être 10 cents dans ta journée, ça nous donne une idée comment ça vaut. Mais là tu étais à Baie-du-Fèvre à Nicolette, là, je te ramène à Saint-Grégoire. Ouais. Parce que là, on était dans le Bécancour fusionné, mais là, on est à Bécancour Gentilly, là, on va à Saint-Grégoire. Le cimetière, à l'origine, puis je me suis présenté là, moi. J'ai dit, il est où le cimetière? Je le cherchais en arrière de l'église. Non. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il Il est plus a loin. certainement été bougé. Oui. De par l'emplacement. La dame qui s'occupe du cimetière était là. Elle m'a tout expliqué ça. Là. Elle dit, là, ils ont déménagé à un moment donné. Ils ont tout fait la ça. translation des C'est restes. ça. Mais Saint-Grégoire, il y a une particularité. Il y a un columbarium. Il y a des columbariums dans la majorité des cimetières. Ça se développe beaucoup. C'est avoir, au lieu d'être que l'urne soit dans un columbarium attaché à un salon funéraire, beaucoup de fabriques vont faire des columbariums extérieurs. Donc, l'urne va être dans un monument, elle va avoir sa petite en feu, on va pouvoir, puis il va y avoir une gravure avec le nom, un dessin. Puis la dame, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a des gens qui... Bien, premièrement, si une urne est dans un columbarium, dans un centre funéraire, on y va une fois, on y va deux fois. On n'y va plus. On n'y va plus. Tandis que là, on est d'un lieu qui est beau. Qui va permettre aux gens d'en profiter pour aller dehors, d'aller prendre une marche. Donc, Puis, il y a ça aussi qui est intéressant. Puis la dame me disait, il y a des gens qui trouvaient qu'attachant, qui sont des croyants, puis on ne jugera pas ça, mais qui sont croyants, et ils trouvaient ça important de reposer dans un lieu consacré. Tu sais, on en disait tantôt, le cimetière, c'est un lieu consacré. Oui. Donc, que ton urne soit là, Oui. dans le fond, c'est ça. Puis ça en est très beau, puis il y en a un à Saint-Grégoire. Mais de plus en plus, je l'ai vu à Saint-Nord. Oui, de plus en plus, ça va se développer parce que c'est une façon aussi de pouvoir utiliser les espaces. OK. Moi, j'ai vu dans un cimetière à Saint-Ferdinand. D'Halifax? Oui, Saint-Ferdinand, sur le bord du lac. Là. Oui, proche de cette femme même. C'est ça, Ben oui. le monument des curés qui a été réutilisé
Et on a mis des plaques par terre, justement pour enterrer des urnes. C'est une belle utilisation d'un monument ancien pour le conserver aussi. Fait que là, Saint-Grégoire, on sort de la MRC de Bécancour. Saint-Grégoire, tu as aussi le Calvaire qui est sur le Charnier. Ben oui. On en a 2 comme ça au centre du Québec. Okay. On a Saint-Norbert-d'Athabasca puis Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, le Charnier est un peu plus petit. Okay. Puis ça, c'est des décisions de gens du prêtre. C'est un don. Okay. Lui, dans celui de Saint-Grégoire, c'est marqué c'est un don des bienfaiteurs. Donc, il y a des gens qui ont payé pour avoir un calvaire. Là, on va avoir la croix. Donc, c'est habituellement soit la croix avec la croix toute seule, ou là, c'est une croix avec un Jésus en croix. On a Marie, on a habituellement Saint-Jean. Puis la femme qui est à genoux devant, c'est Marie-Madeleine. Ça, c'est souvent. C'est ça, je disais à Raphaël. Je dis, moi, dans ma tête, il y avait juste des femmes. Oui, puis Parce là, que moi, dans ma tête, là, les disciples, eux autres, là, quand ils sont partis. Les femmes sont restées, mais il y a Saint-Jean. Il y a Saint-Jean qui est Parce ici. qu'il disait, ben, lui, il a de l'air d'un gars pas mal. Il dit, ouais, t'as raison. Oui, il est souvent comme ça, puis il a comme une couette de cheveux. Il a l'air un peu androgyne. Il a l'air plus un peu d'une femme, mais c'est Saint-Jean. OK. Puis, tu m'as envoyé une photo, je ne sais plus dans quel cimetière de la région. On a le gros kit, on va dire de même. On a toute la crucifixion avec les larrons, le soldat romain. Puis ça, on c'est a Saint-Célestin. Saint-Célestin. Puis on a une autre femme avec une petite urne. Je crois que celle-là, ce serait Marie-Cléophas, qui est l'autre nom de femme qu'on entend dans la Bible, qui était dans les Saintes femmes. Puis même que là, on a un soldat romain. Oui. Qui est un reliquat, qu'on me dit, possiblement de la Tour des Martyrs. Ça se peut. Ça, c'est dans les histoires locales. Ça, on va savoir ça souvent quand on a les livres d'anniversaire des paroisses ou par les gens qui connaissent les cimetières. On voyait que tu avais des livres. Toi, tu ramasses ça, là. Oui. Tu sais, si tu te déplaces, Martin, elle va nous sortir un livre parce que c'est une histoire souvent... J'en ai d'autres, là, mais là, j'ai amené quelques-uns. Saint-Siphirin, c'est par chez nous, ça, merci de Bécancour, Nicolas-Masca. Oui. Dans le fond, avec toi, les armoiries. Ça, c'est une source parce que dans ces livres-là qui ont été faits pour le 100e, le 150e, on va relater l'histoire mortuaire de la place. Bien, on va relater l'histoire du village, puis on va relater aussi les déplacements, l'histoire scolaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand ils parlent des familles ou encore qu'ils vont parler du cimetière. De la Saint-Gentilly, en lisant le livre de paroisse anniversaire, j'ai appris qu'on avait dans le cimetière un crucifix en bois qui avait été sculpté par Adolphe Roux, qui est un sculpteur local, mais que dans les années 60-70, il a pris le bord du chemin parce qu'il était abîmé. Alors qu'aujourd'hui, si on avait un tel sculpteur avec une œuvre, il serait conservé pour une façon patrimoniale, parce que Adolphe Roux qui est enterré à Bécancour village. Il ne faut pas juger les gens de cette époque-là. Non, mais on ne le savait pas. On ne savait pas. On fait savait que ben, Magané, je crois, là, est plus belle. Oui, mais on a fait ça avec plein de choses. Et, comment dire, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Oui, puis Adolphe Roux, c'est un des premiers sculpteurs qui a été maître de Suzor-Côté, même s'il n'a pas été longtemps. Donc, tu sais, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas de l'histoire locale qui pourraient même servir à... Puis à cette époque-là, le cimetière, c'était un lieu d'expression artistique dans un milieu, l'Église aussi, il faut dire, où il y en avait peu. Tu sais, les musées, il n'y avait pas ça. Des galeries d'art. Tous les grands artistes faisaient du religieux pour la plupart. Suzor-Côté en a fait. Hébert en a fait. La Liberté en a fait aussi. On en a plein, là. Donc, Baie-du-Fèvre, et à Baie-du-Fèvre, donc, on était là. Il y a eu une revitalisation, justement, qu'on appelait ça comment tantôt, l'édifice où on met des... Oui, on l'a à Baie-du-Fèvre, c'est qu'il y avait une chapelle funéraire qui était assez rare. Et la municipalité était vraiment là, en train de tomber, on va dire, en morceaux. Moi, les photos que j'ai, elles me semblent plus grandes que celles qui seraient aujourd'hui, puis j'ai pas eu le temps de retourner passer, voir. Mais d'après les photos que tu m'as envoyées, il me semble qu'elle est un peu plus petite. C'est qu'il y a un organisme provincial qui s'appelait à l'époque Écomusée de l'au-delà, qui a aidé à la municipalité à pouvoir trouver le financement pour pouvoir le garder. Pour ne pas perdre les chapelles funéraires, il y en a peu au Québec. Puis à cet endroit-là, moi, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, des bancs, ce que je pense qu'il est en granit, avec des noms marqués dessus. Oui.
Ça, c'est une mode qui nous vient plus anglophone. OK. Fait qu'il y a des gens qui ont payé des bancs pour Oui. qu'on puisse s'y recueillir, s'asseoir tranquillement. Oui, ça pourrait être aussi un monument funéraire. Dans les cimetières anglophones ou protestants, souvent, il va y avoir des bancs de pierre où on peut s'asseoir. C'est vraiment pensé comme ça. C'est le monument. OK. Donc, c'est vraiment une tradition qu'on trouve beaucoup chez les protestants, qui le font aussi et qui s'en vient dans les nôtres parce que ça fait encore mieux amener le cimetière comme un lieu de vie, un lieu de repos, un lieu où je peux m'asseoir pour réfléchir à ma propre vie, à toutes sortes de choses. Méditer, prier, faire ce que je veux, finalement. Penser à ses vieux péchés. Si ça nous tente, mais c'est pas obligé. Et à Baie-du-Fèvre, il y a une chose que j'ai vue, moi, une gravure. C'était une petite fille, je pense, qui avait 2-3 ans à sa mort. Donc, on a fait graver son visage, tout ça. Ça, c'est-tu des nouvelles tendances? Oui, ça, c'est plus des tendances laser. Avec le laser, on va aller graver sur une pierre une image telle que. Okay. L'image que tu as vue est tirée d'une photo qui ressemble, ça va ressembler. Okay. Ça fait partie des nouveaux courants, beaucoup dans le funéraire, le symbole personnel, le symbole qui va être laser, puis en même temps, on perd tranquillement pas vite ce qui est gravé. OK. Puis c'est en nord d'Aston, ou si je ne me rappelle pas laquelle. Il y en a beaucoup. On a fait quelques-uns. Une magnifique photo de, je présume, d'être un grand-papa avec son petit-fils assis sur une chaise, un quai. Puis tu vois qu'il est deux pêches, tout ça. Ça, c'est la symbolique personnelle. Okay. C'est un peu le message qu'on veut passer, c'est son idéal. On pourrait presque penser son paradis, mais c'est un moment de sa vie qui est important. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est porteur. Puis il y en a que j'ai vu, eux, c'est sculpté. Oui. Je présume que c'était des agriculteurs, mais tu vois une ferme avec un champ, un rang, des tracteurs, des choses comme ça. On est vraiment dans le plus personnalisé. Et là, j'ai vu une chose à Baie-du-Fèvre, il me semblait une pierre tombale relativement récente, l'intégration de la couleur. Parce que souvent, moi, on associait, c'est très... c'était sombre un peu, les cimetières. Là, il y a un arc-en-ciel, de coloré qui traverse la pierre tombale. Ça, encore là, c'est des nouvelles tendances? Hein? Oui, bien, c'est vraiment la personnalisation. Puis celle-là, si je me souviens de l'image, il y avait un escalier aussi avec une photo, les gens marchent. C'est toute une allégorie, une image qui explique que finalement, un peu, c'est l'aller au ciel ou l'aller vers l'autre monde. Okay. Puis l'arc-en-ciel, bien, c'est aussi les notions d'espoir et tout ça. Donc, oui, c'est tous des nouveaux symboles qu'on voit apparaître, qu'on ne voyait pas il y a 150 ans ou même il y a 60 ans. Donc, on sort de Baie-du-Fèvre, c'est très intéressant d'y aller. On va aller à Nicolette maintenant. Donc, on a parlé tantôt, cimetière protestant. En tout cas, moi, tu dis, tu aimais l'hypothèse. Moi, on me dit beaucoup que c'était un cimetière. Il y a déjà eu une église anglicane. Bien, c'est ça. Anglican, il faut savoir que les anglicans, c'est les plus proches des catholiques. Hein? Okay. C'est vraiment suite à Henri VIII quand il va se séparer de l'Église catholique pour fonder sa propre Église. Donc, eux, ils ont les rituels les plus proches des catholiques, mais ils ne sont pas considérés catholiques. Puis, eux, les monuments qu'on y trouve, bon, là, on comprend que le petit-fils du petit-fils du petit-fils du gars qui est enterré là, c'est des gens qui sont partis de Nicolet. Ouais. Il y a peut-être des gens qui ont des descendances anglophones à Nicolet, là, mais en tout cas... Oui, Chandler, ça serait c'est beaucoup un milieu francophone de souche, pour mettre des guillemets, quoi qu'on a des gens issus d'immigration à Nicolet, mais ces pierres-là qui sont désagrégées... Mettons, il y aurait un programme gouvernemental où tu me disais une fondation tantôt qui arriverait, ces monuments-là qui datent de 1700, de 1800, c'est-tu réchappable, ça? J'ai vu des choses que fait dans certains cimetières protestants. C'est sûr qu'à l'état de... Puis les gens vont le voir aux images, tu sais, c'est un table, c'est un sarcophage à terre qui est tout en train de se désagréger. C'est comme l'espèce de ciment, c'est même pas de la pierre, on dirait un composite de l'époque. Je pense pas qu'il peut être échappable à moins de recouler du ciment ou faire quelque chose. Juste une parenthèse, ce monument-là, le monsieur, il est enterré, il est sous ce couvercle-là. Il n'est pas dans terre, lui. Il est dans terre. OK, il est dans terre. C'est un monument qui est complet. OK, je comprends. C'est vraiment un style. Puis dans les vieux cimetières, entre autres, j'en ai vu quand j'étais allée au Nouveau-Brunswick, à Saint-John. C'est vraiment des monuments un peu plus carrés, qui sont vides, puis qui ont un dessus. Puis il y en a qui sont pleins, là, ça dépend comment ils les font. Puis les corps peuvent être en dessous, là. Puis à Nicolet, bon, là, on quitte le cimetière. Puis on a l'autre, les monuments aussi, là, il y a comme une partie de la pierre parce que c'est
limestone, j'essaie de trouver en français, calcaire, puis il est fracturé en tranches. Okay. Il y a une partie. Donc, ça, c'est le passage du temps. Tant qu'à moi, c'est très beau parce qu'il y a quelque chose de cette décomposition-là de la pierre qui aussi fait partie de la vie. Oui, bien, le temps passe. Oui. Exactement. Mais ça reste que c'est des œuvres d'art qu'on laisse dépérir. Oui, là, c'est sûr qu'il y aurait besoin d'amour dans ce cas-là, mais on ne pourrait pas faire, j'ai envie de dire, on ne peut pas faire de miracle. Mais il y a des choses qui peuvent se faire bien avant ça aussi, là, dépendant de l'état. Au cimetière de Nicolet, bon, on a différentes pierres tombales, tout ça, mais on a des bâtiments dans le cimetière de Nicolet. Tu parlais du juge Trahan tantôt, ça, c'est un mausolée. C'est un mausolée qui est plus proche d'une chapelle funéraire parce qu'il y a une grille, puis on voit qu'il y a un crucifix, puis on aurait pu mettre une chaise pour aller prier. Okay. Mais là, avec les années, les grilles sont barrées parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de vandalisme. Okay. Puis il y en a eu, entre autres, il y a quelques années, à Nicolet, on avait couché des monuments en une nuit, il y avait une dizaine de monuments. Il y a plusieurs types de mausolées, dont un très récent, granit. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. On en a un qui est plus de type gothique, qui est immense. Donc, c'est sûr que plus le monument il est immense, plus on suspecte que la famille était riche. Ou au moins la personne avait des sous. Elle n'est peut-être pas morte avec des sous, mais au moment où le monument a été commandé, il y avait de l'argent. Mais en même temps, il y a des monuments qui sont très humbles. Puis qui sont très beaux. Oui. Parce que souvent, les gens vont s'accrocher aux grands monuments, à les conserver, mais moi, la moindre croix en fonte ou en fer forgé est aussi importante parce que c'est la dévotion. Tu sais, les croix en fer forgé, généralement, c'est fait par les forgerons du village, souvent fait gratuitement à l'époque pour des familles qui étaient plus pauvres, parce que ça faisait partie de cette espèce d'entraide-là. Et ce qui est plus étonnant, c'est que c'est peut-être ça qui dure le plus longtemps. Oui, quand ça ne rouille pas, puis que ça ne casse pas, parce que la fonte, ça casse. D'ailleurs, Saint-Léonard était connu pour être un endroit où on faisait couler de la fonte. On avait une fonderie. Oui, puis vous avez fait beaucoup ici de croix, de monuments funéraires, entre autres les Frères du Sacré-Cœur à Victo, ça a presque tous été fait ici ou à Laurierville. Nicolet, donc, cimetière catholique qui est immense. C'est à côté de l'hôpital. Oui. À côté de l'hôpital. On ne peut pas le perdre. Puis j'en profite pour refaire, on a déjà fait une émission avec M. de Wallens, mais qui est un ancien militaire européen, mais qui a fait un circuit. Il a identifié les pierres tombales où des vétérans sont enterrés. Encore là, il y a de la symbolique. Hein? Oui, il y a de la symbolique. Puis juste aux États-Unis, il y a, je ne sais pas si je vais le trouver là-dedans, mais il y a toute une façon, là, de pouvoir faire le rituel, mais il y a toute une façon aussi d'écrire sur la tombe. Ce qui est écrit correspond au grade. Au grade, la symbolique. La croix. Je pense qu'il y a 70 symboles acceptés religieux. Okay. Puis les tombes américaines, on en a dans la région. Quelques-unes. Okay. Quelques-unes qui sont ce look-là, dont une à Drummondville. Puis on en a qui n'ont pas le look, mais qui ont un petit quelque chose en fonte à côté, qui nous ont dit qu'ils ont fait l'armée américaine, puis telle guerre. Hein? Donc on en a. Il y a entre autres la Légion à Victoriaville qui continue aussi, un peu comme monsieur que tu viens de parler, le projet de faire identifier les vétérans. Puis l'initiative, j'ai reçu ici un ancien militaire de Saint-Laurent d'Aston, et la Légion, justement, à Victo, veut étendre ce type d'initiative-là. Puis on demande aux familles si vous avez connaissance d'un ancien militaire. Fait qu'on va aller fleurir la tombe. Oui, puis dans la région, on a aussi une affaire très, très rare qui est liée à la guerre. Puis M. Verville, qui était un de ceux qui avait travaillé sur ce projet-là, j'y avais montré, c'est un dead penny. Je ne dirais pas exactement il est où pour... un dead penny, c'est une médaille en bronze, à peu près grande. Dead penny? Dead, puis penny, l'argent. Oui, c'est un dead penny. C'est une médaille en bronze qui avait été remise à tous les soldats qui étaient morts pour l'Empire britannique. La Première Guerre, jusqu'à la Première Guerre, puis la guerre de Boer. Et ils ont envoyé, c'est un concours, il y a le nom du militaire, il y a une phrase, tout est en anglais, bien sûr, avec un message du roi en anglais. C'est envoyé aux familles, c'était remis, et la majorité des familles les ont refusés. Sauf que dans de rares cas, ça a été mis sur des monuments funéraires. Moi, j'ai trouvé une fois en Nouvelle-Zélande, par hasard, dans une présentation que je suis tombée dessus, puis il y avait ça sur un monument, puis on en a un dans la région du centre du Québec. Nicolet, on en a profité. Moi, je travaille, j'offre des services de communication à l'école secondaire Jean-Nicolet, et je passe là 1 ou 2 fois par semaine, des fois 3, les cimetières de communautés religieuses, qui sont
presque attenant à l'Institut de police, là, c'est comme Ouais, à ouais, côté. ça- Et lorsqu'on est débarqué, bon, on filmait, il y a une dame, une religieuse retraitée qui passe, qui prenait sa marche dans un beau chantier. Fait que là, elle se demandait ce qu'on faisait là. C'est fascinant de voir parce que dans le fond, c'est toutes des petites pierres tombales. C'est toute la même façon d'être enterré. Chaque communauté avait, j'ai envie de dire, son design de monument. Ils sont tous pareils. Puis chaque communauté, chaque cimetière de communauté a son style. Puis de temps en temps, dans d'autres cimetières, ils sont à l'intérieur déjà de cimetières existants, mais là, on va voir plein de petits monuments pareils dans un coin. Ah, ça, c'est un cimetière d'une communauté. Fait qu'il y a comme, on pourrait dire, l'esprit de communauté qui se poursuit. Oui. Donc, un peu de dépouillement, je pense, de petites pierres très discrètes, toutes bien alignées. Bien entretenues. Ça peut être des croix en fonte. Les effet. frères du Sacré-Cœur à Victoriaville, c'est toutes des croix en fonte Ça, moulées. je peux vous dire, le cimetière était très bien entretenu. Il n'y avait pas un grain de pelouse qui dépassait. Non, ça, c'est une fierté de bien entretenir. Tantôt, j'ai dit fleurir la tombe. C'est quelque chose, ça? On a tout ça un peu dans toutes les sociétés occidentales, d'aller porter des fleurs? Bien, les fleurs apparaissent depuis l'Antiquité OK. sur les tombes. On en a trouvé en ouvrant des tombeaux, même de l'ancienne Égypte, puis plus loin. Donc, la gerbe de fleurs, elle s'est transformée en une gerbe de fleurs de pierre, si on peut, de gravure, mais elle est présente depuis la haute Antiquité, de mettre des choses importantes pour le défunt. On a ça depuis les premières tombes qu'on a découvertes. Puis c'est pas l'Homo sapiens nécessairement qui est le premier à avoir enterré les gens. Les recherches semblent dire que Néandertal aurait aussi enterré. Puis là, peut-être un jour, on va démontrer que c'est encore plus vieux qu'on pensait. Puis, je ne veux pas nous lancer sur un chantier glissant, là, mais il y a des animaux qui ont des formes de rites funéraires. En tout cas, j'ai déjà vu, moi, des éléphants qui venaient saluer celui qui était mort. Ouais. Puis, mais là, je ne veux pas donner de l'intelligence ou qu'il n'y en a pas. Là. Mais il y a vraiment une ritualité Oui. autour de la mort, une conscience de la mort, mais elle n'est pas ritualisée comme les humains font. Puis que ça soit n'importe quelle branche. Là. Un Ouais. hominidé, à partir d'un certain moment, va prendre conscience de la mort et quand ils vont enterrer quelqu'un, ils vont le faire avec une façon, avec des couleurs, avec des habits, avec on des retrouve trucs. des corps, des objets de la vie. C'est ça. Et là, ce rituel-là, on serait OK. les seuls à date à le faire comme OK. hominidé. OK. Donc, on était à Saint-Célestin tantôt. on va finir ça. On est à Saint-Léonard d'Aston, on va finir ça à Saint-Léonard d'Aston. Donc, encore là, on a maintenant un columbarium. On a un calvaire à Saint-Léonard d'Aston. Un calvaire classique. La Ouais. croix, c'est Et la on croix peut la plus présumer que le cimetière de Saint-Léonard a comme pas mal tout le temps été là. Oui, parce qu'il est à côté de l'église, ou un Ouais. petit peu en arrière. Il est probablement un des rares qui n'a pas bougé. Ouais. Puis l'église aussi est assez impressionnante. On voit que l'église, elle est très grande parce que les communautés étaient grandes, les familles étaient nombreuses, puis les petites églises devenaient souvent trop petites, donc on construisait, puis là, à un moment donné, il se faisait une belle église en pierre de taille. Puis avant de venir, peut-être tu y avais déjà été, mais tu as été visiter le cimetière de Saint-Léonard d'Aston. Il y a une diversité de pierres tombales, Oui. là, des petites croix, des Oui. affaires qui semblent un peu raboutées, Oui. des gros monuments, des petits monuments. Bien, c'est un cimetière de région. OK. C'est puis- ça, quand tu disais tantôt, Oui. là, les riches à côté des pauvres, Oui. les... C'est intéressant. Puis, tu sais, vous avez fait des captations. Moi, j'étais allée tantôt. Puis, j'ai déjà trouvé, dans ce cimetière-là, bon, vous avez un obélisque. Donc, l'obélisque, c'est un monument très, très droit, avec une petite pointe, là. Ben oui, c'est un héritage. Pas l'obélix d'Astérix. Non. Là. Ça, c'est romain. C'est égyptien. Égyptien. OK, Ça les vient Romains d'Égypte. ont pris ça. Ça Puis vient- quand ça tu vient vas à d'Égypte. Washington, tu t'envoies des obélix. Obélisque. Obélisque. Fait que c'est pas les Romains. Ils ont pris ça des Égyptiens. Oui, Puis on a ça, c'est en nord d'Aston. Oui, dans le cimetière. Donc, quand je vous dis que la symbolique change, chez oui. les Égyptiens de l'ancienne Égypte, c'est un rayon de soleil pétrifié. C'est à l'entrée des temples. Il y a des allées. OK. Napoléon, à un moment donné, qui est un général Connu. légèrement, Mais va qui a eu faire... son Waterloo, pareil. Oui, mais avant qu'il fasse Waterloo, il est allé en Égypte. OK. Et il a fait une grande mission d'études sur l'art égyptien et il a amené des obélisques en France. C'est pour ça qu'il y en a dans certains endroits. Puis c'est vraiment des obélisques qui viennent et il y en a aussi offerts.
à d'autres pays. Il a pillé. Ben, il a pillé. Dans ce temps-là, À l'époque, c'est c'était pas comme ça qu'on appelait Ouais. ça. Ben, il a quand même fait beaucoup de recherches, dans le sens qu'il avait les très bons dessinateurs. Il a fait dessiner des plans, des temples et tout ça. Et il a ramené, entre autres, la pierre de Rosette, qui a permis à Champollion de pouvoir décrypter les hiéroglyphes, ce qui fait qu'on peut comprendre les hiéroglyphes égyptiens aujourd'hui grâce à Champollion, qui est un Français, parce qu'il y avait 3 langues. Il y avait les hiéroglyphes, il y avait du démotique, puis il y avait, je crois que c'était du grec. OK. Et il comprenant une, il a réussi à trouver une façon de comprendre l'autre et de pouvoir justement traduire tranquillement. Mais l'obélisque de Saint-Léonard d'Aston, la personne qui a décidé d'avoir ça... C'est un monument pour les gens de pensée plus libérale. Et là, je ne parle pas de politique. Ah, On a les gens plus avocats, conservateurs. les notaires, Ça pourrait être de ça. profession libérale ou... De pensée libérale, OK. avec un certain budget aussi. Et Ouais. c'est très, très commun à la période victorienne. OK. On en voit beaucoup dans les cimetières protestants. Fait que c'était comme une manière de marquer sa philosophie, Oui. son courant. Puis, on va avoir des fois une petite croix dessus, parce que, bien sûr, il fallait que ça passe pour que le curé soit content. Donc, il y avait une petite croix. OK. Souvent, il y avait une petite croix dessus, justement, pour pas que ce soit un symbole trop païen. Bon. Puis là, très beau cimetière, moi, que je connais bien. parce Saint-Léonard que d'Aston, c'est- vous avez c'est- un magnifique ange en marbre qui est gravé avec une croix rayonnante. C'est un des rares au centre du Québec comme ça. OK. J'en ai pas vu d'autres à date. Donc, Puis c'est encore- vraiment un monument d'exception à conserver. OK. Puis là encore, là, importation européenne? Probablement non, parce qu'on a des catalogues qui existent. Moi, j'ai trouvé des catalogues plus américains parce que dans la région, j'ai connu le descendant d'un fabricant de monuments funéraires à Victoriaville qui me contait que ça se fait de gré à gré. Donc, il n'y a pas de facture, beaucoup. Mais il y a quand même des traces de vendeurs de monuments. Des fois, sur certains monuments anciens, on va voir le nom. Comme tantôt, j'en ai vu un, c'était marqué, je pense que c'est Brooke Nicolet. Donc, c'était probablement un vendeur de monuments. Mais là, mais notre ange, là, répète-moi. Il est gravé. Comment tu l'as nommé? L'ange qui est unique, là? Comment Oui, votre ange, lui, il y a une croix rayonnante avec lui. OK, bon. Puis là, je veux pas. Il est en marbre, je veux pas créer de probablement. malaise, puis je veux pas critiquer personne. Mais exemple, les gens qui gèrent le cimetière de Saint-Léonard d'Aston, savent-ils qu'il y a ça là? Je le sais. J'espère qu'ils savent qu'il est là, mais j'espère aussi qu'ils veulent le conserver parce OK. qu'en art funéraire, c'est une exception dans la région. OK. C'est un petit Mais trésor. ça, faudrait, puis là, je vais me permettre un éditorial un peu, qu'il y ait une recension. Parce que, tu sais, on regarde ça, moi, je trouve ça, je trouve ça beau, ça, je trouve ça moins beau, mais, tu sais, je suis Stéphane Lévesque qui ne connaît rien là-dedans, mais il devrait-il avoir des gens comme toi, des spécialistes, qui vont dans les cimetières, puis qui disent, tu sais, pas obligé la fabrique du coin, mais dire, regardez ça, là, vous avez quelque chose, là, entre Je les l'ai mains. fait dans la région de Victo. J'ai OK. j'ai 2 rapports de fait sur les cimetières patrimoniaux. C'est qui t'a engagé pour faire ça? La ville OK. ou la municipalité, ou ça pourrait être un projet MRC. Diocèse? Les diocèses n'ont pas beaucoup de sous, mais ça Ouais. pourrait. Parce Mais que, tu sais, c'est notre patrimoine, mais tu sais, Mais le patrimoine est culturel aussi. Là. ouais, Il faut... pour savoir que quelque chose a de la valeur, il faut des fois que quelqu'un nous le dise. Oui. Puis, vous avez une autre rareté aussi dans ce cimetière-là. Vous avez un monument qui a l'air bien innocent, un monument qui est en tôle moulée. Et moi, j'en ai vu juste 2 de ce modèle-là dans la MRC. Puis au centre du Québec, ce modèle-là n'est pas fréquent. Donc, des fois, c'est juste de savoir que ces choses-là sont rares. Je sais qu'à Saint-Norbert d'Arthabasca, petite histoire comme ça, à un moment donné, on voulait justement mettre des columbariums extérieurs. Et il y avait quelqu'un qui me disait, il veut mettre ça dans le coin des vieux monuments. J'ai dit, fais pas ça. J'ai dit, tu as la plus belle croix, la plus belle collection de croix en fer ou en fer forgé de toute la MRC chez vous. Tu en as à peu près 12. Plus 2 monuments titrés du fabricant local. OK. 2 monuments qu'on a là, son nom. J'ai dit, vous avez des petits trésors là, tu touches pas à ça, mais ça à tel autre endroit. Là. En tout cas, si on peut se servir à ça, cette émission-là, qu'il y ait une sensibilité. Ben- mais encore là, ça coûte des sous, mais Bien, c'est pas ce qui est le plus cher, hein, parce que les gens pensent que c'est très cher, mais souvent, c'est de savoir que ces monuments-là, c'est des monuments d'exception, c'est des Ouais. monuments qui sont rares. Ce qui fait que, tu peux, les faire connaître. Un peu comme ça, j'ai fait mes visites. Puis quand j'ai fait mes visites, à un moment donné, on m'a demandé, Nancy, tu peux-tu nous signifier les monuments qui
qui, selon toi, ont une valeur. Après ça, il y a la Société d'histoire qui embarque pour les noms, parce que souvent, c'est toujours la même chose. On veut garder les gros noms, mais on oublie que l'art, c'est pas juste des gros monuments, c'est aussi des plus petits. Donc, parce que là-dedans, il y a une charge. Si tu me parlais du forgeron, moi, je trouve qu'il y a un geste profondément chrétien de gens démunis. Puis, c'est quoi que le Christ disait? Bienvenue les plus démunis, les plus pauvres, les enfants, la porte des cieux oui, est à vous. Là, les premiers arrivés, c'est vous autres. Fait que, ça appartient à tout le monde. Ben oui, c'est de l'art populaire. Puis ça appartient à tout le monde. Donc, tu sais, on va prendre Saint-Léonard parce qu'on est à Saint-Léonard. Tu sais, tu as déjà l'ange, tu as déjà au moins une croix en fonte, qu'on sait que ça a été probablement moulé dans la région, vu qu'il y avait des industries. Il y a le monument en tôle. Tu as quelques monuments un peu plus anciens. Tu en as qui sont en béton maison, qui ont quasiment été dessinés. Les lettres, on voit que c'est presque fait au doigt ou avec un petit bâton. Donc ça, c'est du homemade. Ça n'a pas été pris dans un catalogue. Tu sais, il y a une histoire locale qui se fait là, mais qui peut se faire découvrir assez facilement. Puis c'est peut-être toi, comme artisan, qui a fait le monument de ton chum, puis que tu pleurais en le faisant parce qu'il venait de mourir. Là. Il y a quelque chose, il y a une charge. Tu sais, vous avez un monument, vous avez aussi une urne funéraire sur un immense monument. Une urne funéraire qui est sur un monument, ça découle du fait que l'incinération a été acceptée en Angleterre. Ça s'est transmis. Au départ, les urnes étaient sur les monuments, on mettait les cendres. Mais c'est pas bien pratique quand il ne fait pas beau parce que ça décile, puis les cendres allaient partout. Donc, on les a plus symbolisés. Souvent, c'est un symbole de l'âme de la personne. Okay. Donc, tu sais, il y a toute une symbolique aussi autour qui peut faire connaître les gens. Puis là, j'ai le goût de te ramener le sens de la mort, de la vie. Tu sais, on parlait de Félix, là, c'est quoi qui disait, donc c'est beau la mort, il y a plein de vie là-dedans. On a fini notre tour du cimetière, puis là, j'ai demandé à Raphaël, notre caméraman, tu peux-tu filmer la pierre tombale de mes parents? Et moi, mes parents ne sont pas décédés. Et là, je vois ça, l'évêque Gobet, un beau petit monument, mais tu sais, simple, c'était pas des gens, c'est pas des gens extravagants, mes parents, petit oiseau, il y a de la musique sur la pierre tombale, tout ça. Leurs noms sont marqués, leur date de naissance, leur année de naissance. Mais moi, ça me trouble de voir ça, parce que moi, je suis dans un cimetière, il y a des morts, puis là, mes parents, ils ont préparé leur monument. C'est-tu normal de me sentir bizarre quand je fais ça? Bien, je te dirais qu'il y a deux types de réactions. Des gens qui vont trouver ça bizarre parce qu'il y a quelque chose avec la mort peut-être qui n'est pas réglé. Puis d'autres, comme moi, qui vont trouver ça le fun parce que les gens ont choisi ce qu'ils voulaient. Puis, tu sais, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les monuments sont beaucoup standardisés. Tu sais, là, on est rendu avec des catalogues, on choisit. Production industrielle, on ne se cachera pas, c'est beaucoup aussi décentré vers d'autres pays. La Chine a envahi ce marché-là comme Chine et l'Inde, entre autres. Mais on a du granit au Québec. Là. Les monuments qui sont faits en Stansted, puis d'autres monuments que c'est du laurentien plus rosé. Il y en a, là. C'est pas qu'il n'y en a pas. On avait des possibilités. Mais il y a des questions de coût. Si à l'époque, les gens étaient beaucoup dans le individuel, ceux qui avaient les moyens de pouvoir choisir, un peu comme, j'ai envie de te dire, l'ange qu'il y a à Saint-Léonard, vu qu'il est plus rare, avec la croix rayonnante, et probablement une commande, bien, il peut avoir été pris aussi dans un catalogue, mais je ne l'ai pas vu à date dans des catalogues, mais en tout cas. Mais il y avait, avant, on pouvait choisir, quand on avait des sous, on faisait faire par un artiste. Après ça, il y a une industrie qui va à partir du 19e siècle, qui va se mettre en branle, qui va devenir de plus en plus performante, entre autres avec le granit après la Deuxième Guerre, même si avant, on en trouve, entre autres à Montréal, qui sont capables de trouver. Puis après ça, c'est une standardisation, parce que là, c'est le standard, grandeur, grosseur, qu'est-ce que vous voulez. Puis il y a aussi des coûts, là, que les gens vont y aller avec ce qu'ils veulent, avec des choses qui leur parlent, puis c'est correct aussi. Mais ce que tu me dis là, le cimetière est reflet dans son évolution de la société. Oui. Là, on est dans la production de masse, oui. On est dans la... Puis on peut-tu dire que dans la vitesse, le fait d'acheter un monument standardisé, on est dans la vitesse encore, là, bien, les gens vont vouloir le choisir. Oui, mais on ne veut pas... oui. On va aller se casser la tête non plus. Là. Puis les gens n'aiment pas nécessairement ça, mais les gens pensent que les catalogues, c'est récent. Mais moi, j'ai trouvé des catalogues qui datent de 1890. Des catalogues, mais ce n'est pas les catalogues d'aujourd'hui. Il y a un peu plus de choix, il y a un peu plus de possibilités. C'est livré par train.
Et puis, souvent, ceux qui vendaient les monuments, il y avait juste à finir de graver. Là. La base était faite, puis ils finissaient de graver. Puis il y a une chose, on va comme, entre guillemets, conclure avec ça. On parlait de comment non, fleurir une tombe. J'ai vu ça à Jean-Nicolet, moi, ça me semblait être une jeune mère de famille qui semble être décédée subitement. Parce que tu regardes la date de naissance, tout ça, et là, je voyais des jouets devant la tombe. La mort, il y a un aspect, c'est un phénomène populaire. Moi, j'ai toujours perçu que les cimetières, c'était très institutionnel. Puis là, ne voulais pas que tu dépasses un peu du cadre. Quoique là, la discussion qu'on a eue, c'est qu'il y a des gens qui ont innové dans ce domaine-là. Et il y a un phénomène, moi, que j'ai vu apparaître. Des gens qui ont des accidents, qui décèdent sur la route. On voit des croix sur le bord des routes, sur le bord des chemins. Moi, en tout cas, moi, à ma connaissance, jeune homme, jeune enfant, il me semble que j'en voyais pas souvent. Maintenant, j'en vois beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui va grandissant, ça, d'aller planter une croix parce que là, mon fils est décédé là, mon conjoint? Je pense que la différence, c'est le sens du rituel. Avant, ça passait peut-être plus par, bon, il y a un décès subi, on va aller dans les rituels traditionnels, on va aller à l'église, on va avoir l'exposition, tout ça. Et là, tranquillement, pas vite, il y a autre chose qui s'amène. Il y a mais c'est une façon de marquer l'endroit où la personne elle est morte, puis les gens vont retourner périodiquement faire des rituels. Moi, j'en ai vu qui allaient boire une petite bière, puis une fois par année, aller changer la croix parce qu'elle était maganée. C'est une façon aussi de vivre son deuil. Bien, les gens de Saint-Léonard-d'Aston vont se rappeler, il y a un jeune homme qui s'était tué au bout de la rue Germain, et ses amis avaient planté une croix là, et pendant, je dirais peut-être quelques années, allaient là prendre une bière, se rappeler de leur chum. C'est ça. Puis, c'est une façon de souligner la personne. On voit la même chose à Montréal avec le vélo blanc. Quand c'est un cycliste qui est tué, ils vont mettre un vélo à l'endroit, mais c'est la même idée. C'est une idée de marquage, comme pour mettre quelque chose, j'ai envie de dire, un peu de sacré dans cet endroit-là. Ici, quelqu'un est tombé. Oui, ici, quelqu'un est tombé. Puis ça fait partie peut-être des renouveaux des rituels qui sont un peu essentiels aux humains aussi, mais on en voit de plus en plus, oui. Puis la part, il y a ça, puis il y a nos croix de chemin, mais là, c'est pas nécessairement pour marquer la mort. Non, les croix de chemin, c'était souvent parce qu'on n'était pas proche d'une église où on voulait avoir une croix pour différentes raisons. Des fois, c'était la croix durant qu'on allait faire une prière le dimanche parce qu'on ne pouvait pas aller à l'église. Oui. Ou le fermier qui, à chaque fois qu'il passait, se signait. Il y a des croix aussi dans les champs qui ont été installées suite à des demandes particulières. Il y avait un problème, je ne sais pas, d'insectes. Puis si ça se règle, je vais planter une croix. Puis il y avait aussi une grande dévotion. Puis il y en a beaucoup dans les Merci de Bécancour, Nicolet, des croix de chemin. C'est vraiment... Il y en a qui ont été restaurées, qui sont très belles. Il y a la croix des navigateurs aussi. Puis il y avait des lieux de... Ben, tu parles de dévotion. C'est on va prier à Sainte-Vierge, on va prier à Bonne-Sainte-Anne, on va prier... Oui. Mais moi, j'ai souvenir de ça, c'est la rue des Forges. Là, j'ai presque le goût de m'appeler ma mère pour qu'elle me dise c'était qui. Mais il y avait une dame là qui avait une statue. Puis il y a des gens qui se ramassaient là pendant la neuvaine. Oui, il y avait une autre madame en campagne qui avait une place, des gens là. Mais ça, c'était de la religion populaire. Oui. C'était pas le diocèse qui avait fait ça. Non, souvent, c'était populaire. Puis ça répondait à des besoins que les gens ne pouvaient pas nécessairement tout le temps aller. Donc, ils allaient prier à un endroit plus attitré. Oui. Ça fait partie de nos traditions. Ça aussi, on les perd. Tranquillement, pas vite. Donc, de les sauver, c'est aussi intéressant. C'est une autre forme de patrimoine religieux. Là, on va parler de futur Nancy Schenck, spécialiste de... Comment tu disais ça donc, tantôt? L'art, le patrimoine funéraire? Oui, mais moi, je fais plus de l'art funéraire, même si... je vais essayer de me dissocier un peu du fait que je ne suis pas une historienne. Oui, bien là, mettons que les spécialistes connaissent autant que toi au Québec, je ne suis pas sûr qu'on remplit la pièce ici. Ben, peut-être quelques-uns. Oui, OK. Il y a un groupe au Québec, plus âgé, de gens plus âgés que moi. OK. Mais dans ce que moi je fais, oui, je suis un peu plus rare, parce que moi, j'approche par l'art et non par l'histoire ou le patrimoine. Mais dans cet art-là, il y a de l'histoire. Tu disais. Le futur.
Le futur, tu sais, tantôt, j'ai dit, j'ai vu des pierres tombales avec des photos, avec des gravures de reprises de photos, j'ai vu de la couleur. Il y a une chose que j'ai vue, moi, des pierres tombales noires, puis les inscriptions sont en or. Ouais, ça ressort beaucoup. Oui, ça ressort. Très lisse, là. Ça, c'est très, très moderne. On voit ça depuis quelques années, beaucoup. Mais l'avenir de nos cimetières, c'est quoi? On va-tu avoir des codes QR? On pourrait-tu avoir Il y en a déjà. OK. Dans certains cimetières, il y a Donc, des je codes me QR. promène, je peux... là, il va y avoir une histoire du défunt. Des arboretums. Moi, Les arboretums, c'est quoi? Oui, les arboretums, c'est des endroits où on plante des arbres, puis on met un petit panneau pour la personne qui est décédée. Une pierre tombale, on plante Il y a aussi des cimetières plus de type forêt, jardin. Ça veut dire que ça va être dans une urne écologique. Puis il va y avoir, c'est une forêt, qu'on marche dans une forêt, puis tu as des petits marqueurs avec le nom des gens qui sont enterrés là. C'est réservé pour tant de temps. Donc, la conscience environnementale vient teinter aussi ce domaine-là. Ça vient teinter. Puis les nouveaux types de rituels. C'est sûr que la tradition de nos grands-parents, tranquillement, baisse. Mais il va y avoir des changements. Les nouvelles générations, c'est d'autres formes d'enterrement. L'enterrement va probablement rester, mais avec d'autres façons de faire. Est-ce que tu as vu des pierres tombales qui intégraient des éléments de technologie? On parlait de code QR, mais des écrans. Moi, j'ai vu une pierre tombale. C'était peut-être probablement un monsieur qui avait fait de la radio parce qu'il y avait une antenne radio. OK. Puis un code, ça devait être une radio locale. La symbolique choisie va vraiment dépendre de la personne ou de sa famille, dépendant de ce qu'il y a. Il y a la part de l'immigration. Aussi. Puis, les carrés musulmans, on va en avoir au Québec. Les quoi? Des carrés musulmans, c'est des sections de cimetières réservées pour l'enterrement musulman. OK. Dans certains cimetières multiconfessionnels, tu en as à Laval, à Sherbrooke qui parlait d'en avoir un. Est-ce qu'on a ça ici dans notre territoire? Non, pas au centre du Québec. Il y a des gens qui vont demeurer ici, mais quand vient le moment de... Bien là, il y en a une partie qui retourne dans leur pays pour l'enterrement. OK. Puis il se développe actuellement des carrés musulmans. Là, je connais des gens d'une association, justement, sur une association pour l'enterrement des musulmans qui travaille à développer des carrés musulmans. OK. Ça veut dire, ça peut être à l'intérieur d'un cimetière multiconfessionnel. Il va y avoir une section qui est réservée. Ça suit quand même les législations en cours du pays, mais selon leur rituel à eux. Puis, non, je trouve ça intéressant. Puis, ça me fait penser, une fois, j'étais à Fermont, moi. Puis Fermont, ça a été pensé pour une ville pour aller travailler. Tu allais à Fermont, tu allais travailler là. Puis tu t'en allais, tu sais, rendu l'âge de la retraite, où tu faisais 10 ans là, puis tu partais. Puis la dame qui m'avait accueilli, j'ai été 2 fois à Fermont, j'allais donner des formations. Elle me disait, tu sais, il y a des gens qui se sont enracinés là, puis que leur place, c'est Fermont. Et il n'y avait pas de cimetière. Là, je ne sais pas depuis, sûrement qu'il y a eu un cimetière qui a été construit, mais il n'y avait pas pensé de cimetière quand ils ont fait Fermont. Fait que là, il y a des gens qui veulent avoir leur dernier repos à Fermont parce qu'ils ont bien aimé Fermont. C'est ce que les gens oublient aussi, c'est que les cimetières, toute tombe ou nécropole, c'est une source aussi d'archéologie puis de réponse à l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont trouvées grâce à des tombes ou des corps qui ont été découverts. Des objets, des façons, des peuples. Donc, OK. tu sais, dans 200, 300 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire de nous? Je sais pas. Ah. Hey, c'est donc bien une belle conclusion, ça. Nancy Schenck. Oui. Et je voudrais ouvrir, parce que je suis certain qu'on a allumé des gens à approfondir cette connaissance-là. Comment on fait pour te rejoindre, participer à une visite que tu fais dans ton coin, mais dire, hey, moi, j'aimerais ça qu'on investigue, qu'on fasse découvrir le cimetière de mon coin? Ben oui, c'est sûr que je fais des visites. Je fais aussi des expos sur l'art des photos et tout ça, des cimetières du centre du Québec. Donc, tantôt, on pourra mettre quelques images dans la conclusion. Ben, pendant que tu parlais, on les a mis. OK. Par la magie du montage. C'est bon, mais ça. comment on fait pour te rejoindre? Le plus facile, ça peut être par téléphone, 819-752-3726. Donc, vous laissez un message sur la boîte vocale. Encore par courriel, ça va être corps à corps, CORPS, ACCORD, @sympathico.ca. Si jamais vous me cherchez, c'est facile aussi par Culture Centre du Québec. Oui. Je suis sur leur site dans la section patrimoine. Si vous tapez mon nom sur Google, vous devriez me voir aussi avec des coordonnées.
Puis moi, j'aime ça faire œuvre. Bien, il y a Facebook, Twitter, Oui. LinkedIn. Et tout Non. Es-tu rendu sur TikTok? Non. Un jour, peut-être. On sait jamais. Non, ça ne m'attire pas, TikTok. Mais j'ai déjà Instagram, j'en ai plusieurs. Donc, les gens, s'ils vont sur le site de Culture Centre du Québec, c'est ceux qui ont des chances de me Puis si trouver. on a des communautés, des fabriques, des gens qui s'impliquent, qui voudraient qu'on investigue un peu le patrimoine qu'il y a dans le cimetière, encore là, on peut faire appel à toi. Oh, Moi, oui. si on peut avoir là, 2-3 fabriques, puis qu'on les mette en valeur, ces objets-là, des faire évaluer, c'est pas dans l'optique des ventes. C'est pas Non. ça. Mais c'est d'assurer, d'être conscient qu'il y a une valeur à ça, une valeur artistique. C'est un objet qui est unique ou quasi unique dans la région, puis qu'on y fasse attention. Moi, je trouverais ça salutaire. Souvent, les gens restent surpris, mais les gens sont férus d'histoire locale, de choses à visiter. Bien, ça fait partie du développement touristique. Moi, je travaille entre autres avec Tourisme Victoriaville et sa région. Puis j'ai des projets avec eux. Puis c'était ça aussi, c'était de développer une autre façon de Toujours voir. dans le respect. Toujours dans le respect, mais en pas même... dans le macabre. Puis je pense pas que, tu sais, Non. c'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui. Non. Tu sais, on a C'est pas- sûr que des fois, je peux être déguisée. Tu sais, j'ai fait des tours surtout dans le temps de l'Halloween, je vais être Oh, oui. déguisée, je fais un personnage. Oh, oui. Mais on peut choisir, je vais donner un exemple, je peux faire une dame victorienne, je peux faire un personnage d'Halloween, je peux être tout simplement un guide normal. On peut choisir aussi la formule, dépendant si c'est un anniversaire de village, on peut personnifier Madame Intel. Ben, merci, Nancy, d'avoir fait une Félix Leclerc de toi-même, d'avoir mis de la vie dans la mort. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On y va. Petit coq. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'église. C'est la poulette grise qui a pendu dans l'église. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousseau. Mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, cac-cac-cac, puis mon coq-cac-cac, puis mon gros coq-cac. C'est la poulette rousse qui boit un boc de mousse. C'est la poulette rose qui boit un verre de mousse. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. Oh, mon petit coq, kek-dek-dek, mon moyen coq, coq-doc-doc, pis mon gros coquerico, Mon petit coq, cac-cac-cac, mon moyen coq, coq-doc-doc, puis mon gros coq-cac. C'est la poulette noire qui a un trou de mémoire. C'est la poulette noire qui a un
C'est la poulette brune qui m'offre une vue de pleine lune. Oh, mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros coquerico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. C'est la poulette brune qui m'offre une vue de pleine lune. C'est la poulette brune qui offre une vue de pleine lune. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. Oh, mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. c'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette verte qui se retrouve dans mon assiette. C'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. Oh, mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. c'est la poulette rouge qui veut qu'on la crouse. La poulette rouge qui veut qu'on la croise. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. Oh, bon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poulette coquette qui est venue dans une corvette. C'est la poule du terroir qui finit mon histoire. C'est pas long. Ben non. Oh, mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Mon petit coq, cac-cadec, mon moyen coq, coq-doc, pis mon gros cocorico. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. On n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais on sait trop bien que tout ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on n'a pas passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il y a toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut
laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, Elle va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois